Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à vous sur le premier plateau de l'émission L'envers du décor. Avec nous, vous découvrirez de nouvelles façons d'aborder tabous, préjugés et clichés qui seront abordés sous de nouveaux angles. Tout à fait, renversons ensemble nos habitudes et ouvrons les yeux sur la société qui nous entoure, tout cela avec bonne humeur et légèreté bien sûr. Et oui, promis, dans cette émission, vous ne vous ennuierez pas. Mais avant de lancer notre premier reportage portant sur les dessous du cinéma, nous accueillons chaleureusement Aurélie, chroniqueuse pour l'occasion. Alors Aurélie, bonjour. Bonjour Solène. Qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui ? Alors, quand je vous dis CIA, vous pensez à quoi ? Je sais pas, je pense aux antennes, à la radio supersonique. Et vous ? Alors, je pense qu'Aurélie veut parler de la fameuse agence des renseignements américains. En effet, Clémence, c'est d'ailleurs l'une des agences, voire l'agence d'investigation la plus puissante au monde. Et qui dit puissant, dit moyens technologiques très avancés. Et j'ai appris récemment que parmi ces nombreuses techniques d'investigation, un dispositif de chat espion a été mis en place en 1960 pour espionner les ennemis soviétiques sur leur territoire. Le projet Acoustic Kitty a heureusement ou malheureusement échoué, car le chat en question a été écrasé par un taxi. Voilà, on voit bien ici l'envers du décor de la CIA, c'est aussi ça. Notez d'ailleurs que le projet a tout de même coûté 20 millions de dollars, une sacrée somme pour un chaton. Eh bien dis donc, en voilà une histoire sans queue ni tête. Sans transition, effets spéciaux, Nora Navet et son équipe sont partis à la rencontre de Thibaut, truquiste pour le cinéma. Bonjour Nora. Bonjour Céline. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce reportage ? Oui, bien sûr. Nous sommes partis à la rencontre d'un jeune étudiant d'une école parisienne qui s'appelle Thibaut et qui étudie l'audiovisuel. Donc tout ce qui est montage, animation, dessin animé. Ce que vous voyez à la télé quand vous allez au cinéma, c'est ce que lui, il réalise et crée. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée cette rencontre ? Agréablement bien. On voit tout de suite un jeune homme motivé et investi dans ce qu'il fait. Ça fait plaisir. Donc j'ai confiance en lui pour l'avenir du cinéma et je vous laisse découvrir, j'en dis pas plus. Merci beaucoup Nora. Alors sans plus attendre, visionnons ensemble les images de Les Dessous du cinéma, un reportage réalisé par Nora Navet, Priscilla Le Carpentier et Clémence Combette. Admiratifs, étonnés, émerveillés, devant les effets spéciaux, petits ou grands, avons tous déjà été stupéfaits par le résultat que nous pouvions découvrir derrière nos écrans. Ce sont des techniques utilisées au cinéma pour créer l'illusion de certaines actions et simuler des objets, des personnages ou des phénomènes qui n'existent pas et ne peuvent pas être filmés au moment du tournage. Afin de nous éclairer sur l'envers du décor du film et les différentes techniques mises en place, nous sommes partis à la rencontre de Thibaut Delair, étudiant en préparation animation à l'atelier de Sèvres. Il nous présente sa formation. En ce moment, je suis en année préparatoire en animation donc aux ateliers de Sèvres, qui est une école d'art sur Paris, donc qui va former à plein de filières assez générales. Donc on a les filières art, donc les prépa art, les filières photo, et donc moi je suis en filière animation. Donc ce qui va permettre d'entrer dans des écoles supérieures d'animation, en général en bac plus 3, bac plus 5, tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. Donc ce qui me plaît finalement dans l'animation, c'est qu'on parle souvent des 7 arts, donc le cinéma, le dessin, la sculpture, la danse, et l'animation c'est un peu le regroupement de tout ça, c'est-à-dire qu'on va faire du dessin qui va être exporté en cinéma, on va faire du posing avec la danse et justement la sculpture pour nos animations. Pour réaliser tous ces effets spéciaux, souvent appelés trucage, Thibaut nous parle des différents outils de son chapeau magique. Donc là je suis venu avec ma tablette graphique qui va me permettre de numériser, en fait, de dessiner directement sur mon logiciel et de numériser ce que je fais, donc un peu de cette façon. Tac. Ensuite, les logiciels qu'on va principalement utiliser, en tout cas dans la prépa que je suis en train de faire, c'est TV Paint. Donc c'est l'un des principaux logiciels de numérisation 2D. Donc pour faire autant des petits exercices d'animation 2D, comme ça un rebond de balle par exemple. On peut aussi faire de la pixelisation, c'est-à-dire travailler sur des prises de vue réelles et faire une animation là-dessus. Après, comme autre logiciel qu'on va utiliser plus à l'école, du coup, c'est par exemple Dragonframe qui va nous permettre de contrôler le nombre d'images qu'on met. Et ensuite, on a aussi After Effects qui va nous permettre de rajouter des effets, de mettre du montage, de par exemple mettre 2 fois la même personne sur une image sans tourner de vidéo. Faire partie de l'envers du décor peut briser un certain mythe. On connaît tous les secrets et les techniques. Adieu la stupéfaction, l'étonnement et l'ébahissement, l'étudiant nous répond. Maintenant, dès que je regarde un film ou une pub ou quoi, je peux pas m'empêcher de penser aux gens qu'il y a derrière, le travail qu'ils ont dû mettre dedans. Enfin,
quand on va aller au cinéma ou regarder une pub, quelque chose comme ça, on va toujours apprécier ce que c'est, parce que même si on connaît les envers, on se dit mais la quantité de travail, elle est monstrueuse derrière ça, je respecte la personne qui a fait ça, et peut-être qu'un jour, je pourrais travailler comme eux et être avec eux. Bon bah Thibaut, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de prendre de ton temps pour cette interview et puis je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup, merci à toi et bonne chance pour la suite à vous aussi. Merci. Pour avoir participé à ce reportage, je vous garantis que c'est impressionnant et à quel point les effets spéciaux sont vraiment réalistes aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'était un reportage tout à fait surprenant et je ne sais pas pour mes chers téléspectateurs, mais en ce qui me concerne, j'en ai beaucoup appris. Donc à présent, je vous propose d'accueillir sur le plateau Priscilla, notre chroniqueuse événementielle. Bonjour. Alors bonjour Priscilla. Donc dis-nous tout, où t'es-tu rendue cette semaine et qu'est-ce que tu as découvert ? Alors pour vous, cette semaine, je me suis rendue au marché de Noël, donc celui de Paris. D'ailleurs, vous, avez-vous eu l'occasion d'aller y faire un tour pendant vos vacances ? Oui, bien sûr, et je pense que bon nombre de personnes qui nous regardent aussi, puisque c'était la période assez récemment. Alors désolée pour toi Solène et pour les internautes qui nous regardent, mais je vais peut-être briser un certain mythe de Noël en vous révélant la face cachée de ces beaux marchés illuminés. Tout d'abord, je commencerai par vous parler des produits fabriqués en Chine, souvent dits produits locaux, et qui sont en plus revendus hors de prix. D'après le site Maximag, le bonnet du Père Noël, donc qui est vendu à 3 €, serait facilement trouvable à 50 centimes. Idem pour les décorations de sapin, donc boules, guirlandes, etc. Faites attention aussi aux fameux vins chauds, qui seraient, d'après de nombreux amateurs de vin que j'ai rencontrés sur le marché, très souvent de la piquette. Alors bonjour les mots de vente qui vous gâcheront votre balade. Je finirai donc par un conseil, assurez-vous de la provenance des produits dits locaux en vérifiant surtout chaque détail de l'étiquette et ne vous fiez pas seulement à la mention Made in France qui est très souvent trompeuse. Ces produits sont aussi bons pour vous que pour l'environnement car le Made in France est très souvent contrôlé. Alors pour tous les internautes qui aimeriez y faire un tour, je vous invite à vous y rendre avant la fin, donc c'est-à-dire le 8 janvier 2017. C'est une bien triste information, mais effectivement, Noël est une fête de plus en plus commerciale et on doit tous faire attention pour ne pas se faire avoir. Je vous rejoins tout à fait sur ce point de vue, mais les marchés font et feront toujours partie de la période des fêtes de fin d'année. En tout cas, merci beaucoup Priscilla. Merci. Alors, donc Noël est aussi une période où les kilos s'accumulent, donc je vous propose un peu plus de légèreté en regardant un reportage sur une tendance émergente, celle des bars e-sport, donc des bars où se rassemblent bon nombre de gamers. C'est un reportage par Elsa Solechnik, Yannick Léon et Noémie Bru. Paris, vous connaissez. Ces bars rue de Lappe, aux multiples ambiances dansantes, ces cocktails à 15 €, ces terrasses blindées à 18 h. Mais non loin de là, existe un lieu bien éloigné du cliché parisien. Avec notre équipe de tournage, nous avons voulu en savoir plus. Nous avons donc investi le QG des geeks. Geek, nom masculin, personne solitaire se retranchant dans les bars gaming tels que le Meltdown pour jouer avec sa team. Ici, pas de mojito, pas de pina colada à la carte, seulement des first blood et des headshots. Ordi, console, réalité virtuelle, tout est en accès libre pour que le gamer soit en pleine immersion. Tous les vendredis, c'est tournoi Clash Royale et Dota 2. Moi j'ai 21 ans, je viens ici 2-3 fois par semaine pour jouer avec des amis ensemble, pour se retrouver autour d'un verre, c'est sympa. Je joue à League of Legends. Bon, ce soir, il n'y a pas de tournoi League of Legends, mais je viens quand même parce que l'ambiance du bar est sympa. Ils servent vraiment des bons cocktails. De temps en temps, ça même des cocktails, ça fait du feu, c'est vachement sympa. Aujourd'hui, les bars gaming et les tournois se développent. Les gagnants peuvent remporter jusqu'à 150 000 €. Vraiment un reportage intéressant qui pourra à coup sûr donner des idées de sortie sympas aux jeunes adultes qui nous regardent. À présent, je vous propose d'accueillir Elsa Solechnik, notre toute nouvelle chronique sport.
Alors bonjour Elsa, quelles actualités sportives pour nous et nos téléspectateurs aujourd'hui? Bonjour, alors moi aujourd'hui c'est un coup de gueule que je voudrais pousser. Alors en effet, même si je suis une athlète invétérée, je voudrais dénoncer l'énorme événement qui a lieu tous les 4 ans, donc c'est, peut-être que vous avez deviné, Les JO? Ouais, voilà, les Jeux Olympiques. Donc les JO, c'est joli, c'est bien sympa et tout le monde semble heureux, mais pour moi, c'est un outil du capitalisme. On y dépense des sommes énormes et à quoi bon? À quelques mètres des favelas des Brésiliens, croulant sous la misère, et on en parle de celles qui ont été rasées pour l'événement. Alors, on a aussi cette omniprésence de la publicité, tout ce dopage, cette corruption, qui sont des affaires courantes aux Jeux Olympiques. Je pourrais aussi dire que les JO, c'est un moyen de pression gouvernementale, c'est une cause de pollution, c'est aussi une belle vitrine de la société de consommation. Alors oui, moi je pense que cet esprit qu'on prône aux JO, qui est le dépassement de soi, la persévérance, la rencontre interculturelle, cache une réalité moins rose, et c'est bien dommage. Eh bien, en effet, les JO sont de plus en plus médiatisés au détriment de problèmes sociaux ou environnementaux. Donc en tout cas, merci. Et pour continuer sur cette lancée, je vous propose d'enchaîner avec un reportage sur un sport surprenant, donc celui du bubble foot. Donc en quoi consiste-t-il, qui y joue et pourquoi? C'est un sujet de Noémie Bru, Yannick Léon et Elsa Solichnik. Dribble, sueur, crampons. On parle bien sûr du football. Mais le foot au fond, tout le monde en a marre. Alors au five, on rajoute un détail, le bubble. C'est super, au début on se croit très serré, mais finalement on est bien tenu et ça passe super bien. Mais par contre c'est étouffant. Ah oui, on a chaud tout de suite. On a organisé l'anniversaire de notre boss du coup, et on a cherché une activité à faire ensemble en fait. L'idée c'est de s'offrir un moment en fait sympa qu'on n'oublie pas. Donc offrir un truc matériel, enfin le boss après il n'y a pas besoin de forcément de truc. Donc c'est l'idée de faire un truc sympa en équipe, puis un souvenir à garder, puis en plus c'est filmé donc c'est chouette. Alors si vous aussi vous êtes tenté par l'aventure, rendez-vous au 5, 32 rue Moussorski à Paris. Décidément, le monde du sport nous réserve bien des surprises. Dès à présent, je vous propose de plonger dans l'univers de l'enfance et de l'adolescence. Disneyland est souvent associé à la magie et à la féerie, mais que se cache-t-il vraiment derrière ce paradis? Un reportage de Clémence Combette, Nora Navet et Priscilla Le Carpentier. Disneyland Paris incarne l'univers féerique et magique. Accueillant plus de 15 millions de visiteurs annuels, le parc d'attractions ravit les petits et les grands 365 jours par an. À Noël, le parc se transforme, au plus grand plaisir des visiteurs. Les décors sont revus et le fameux spectacle Disney Dream est transformé pour la période. Pourtant, la réalité pour ceux qui y travaillent est bien différente. Avec des conditions de travail parfois abusives, les employés du parc sont bien souvent exploités. Pression constante, formatage industriel, horaires excessifs, salaire trop faible, le malaise grandit de plus en plus. Les sourires de Mickey et Minnie cachent en réalité une bien triste situation. Nous partons à la rencontre de Raja Bellamari, femme de 55 ans, ayant travaillé à Disney il y a plusieurs années et qui ne cache pas son émotion. Bonjour, je m'appelle Raja, j'ai travaillé à Euro Disney de Paris, à Marne-la-Vallée. J'étais embauchée pour un CDD de 6 mois dans un restaurant Indiana Jones, c'est un genre de McDo. Donc je faisais la caisse, le service, c'était polyvalent. Les conditions de travail à Disney sont pourtant loin d'être évidentes. Le travail en lui-même, c'était pas difficile si c'était pas les conditions derrière, le nombre d'heures, les horaires surtout. C'était pour moi un genre d'esclavage quand même, parce qu'au XXIe siècle, faire subir à des employés des conditions ignobles. Raja nous raconte des anecdotes de ce qu'elle a vécu à travers son expérience professionnelle.
Une pause, si on devait revenir au bout de 4 minutes, on est revenu au bout de 5, c'est déduit de la pause d'après, sans compter le salaire qui n'était pas terrible, et compter à la seconde près aussi. Et puis, il y avait surtout, ils nous obligeaient à sourire, à faire paraître la magie de Disney, alors que derrière le comptoir et derrière les cuisines, là où dans la cour où on se reposait, c'était vraiment un monde bizarre, un monde, je ne le souhaite à personne, parce que on pense passer un petit CDD tranquille, Disney, la magie, le bonheur et tout. Je me souviens même de Mickey, les garçons qui faisaient Mickey, ils rentraient, ils hurlaient, ils étaient trempés trempés dans leur sueur, avec la chaleur et tout ça, un costume lourd et chaud, et ils insultaient tout le monde, ils hurlaient au bout des larmes. Et nous, derrière, il n'y avait aucune reconnaissance pour les personnes. Quand on fait des petits boulots comme ça, on ne mérite pas quand même, on ne mérite pas le comportement de ceux qui en sont dessus. Les visiteurs sont bien loin d'imaginer ce qui se trame juste à côté d'eux. Les visiteurs, quand ils arrivent, ils sont tout heureux, c'est normal. Ils viennent chercher la magie de Disney. Ceux qui balayent un petit... quand on leur demande la question, alors moi, toi, tu as été sur le parc? Non, j'aurais bien aimé être à l'intérieur et ne pas subir la foule, parce que ces gens-là, comme j'ai dit, ils ont payé pour vivre la magie. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe derrière les comptoirs, derrière les bureaux, et on ne leur reproche rien du tout. Sauf que quand on n'a pas travaillé là-bas, on ne peut pas savoir que derrière la magie, il y a un petit enfer, on va dire, pour ne pas trop dramatiser. Derrière ce décor féerique et fantastique qui fait rêver petit et grand, se cache en réalité un réel cauchemar pour les salariés. Le parc d'attractions représente à la perfection le système capitaliste dans lequel nous vivons. Exploitation et maltraitance sont au rendez-vous. Alors la prochaine fois que vous vous baladez dans le parc, saluez le courage des salariés. La situation est vraiment alarmante et les propos de cet employé m'ont beaucoup touchée et ont permis de changer mon regard sur Disneyland. En effet, mais il est à présent temps pour nous de voyager un peu, et pour cela accueillons Carla, notre chroniqueuse qui pêche les informations à l'autre bout du monde. Alors bonjour Carla, aujourd'hui direction le Japon. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous l'aurez peut-être remarqué, mais à l'exception des sumo, la plupart des Japonais sont sveltes et minces, et ce phénomène est notamment dû à leur alimentation saine et équilibrée, qui perdure depuis des siècles, mais pas que. En effet, la réalité est tout autre, puisque si les Japonais sont aussi minces, c'est parce qu'au Japon, il est interdit d'être obèse. Surprenant, mais bien réel. Depuis 2008, toutes les entreprises et administrations sont tenues de mesurer et de suivre le tour de taille de leurs salariés, qui sont âgés entre 40 et 74 ans, lors de la visite médicale professionnelle. Elles doivent mettre en place des recommandations sur l'utilité du sport, d'une alimentation saine et d'une bonne hygiène de vie. Si le salarié ne perd pas du poids avant la prochaine visite médicale, il peut se voir sanctionné d'une amende de 500 € par kilo. Une mesure stricte mais efficace, puisque le Japon fait partie des pays du monde au taux d'obésité le moins élevé. Oui, dis donc, cette décision est un peu radicale. Espérons que de telles réformes n'arrivent pas dans notre pays. Donc à présent, intéressons-nous à un métier bien controversé, celui de professeur. Donc souvent dénigré et bien mal jugé. Notre équipe est allée à la rencontre de professionnels du métier afin d'avoir leur point de vue qui, j'espère, éclairera nos téléspectateurs. Donc un reportage de Solène Morel, Antoine Ducard et Aurélie Lulundakio. Aujourd'hui, le métier d'enseignant est très critiqué, que ce soit par la population en général ou par le politicien. Il est même source de préjugés. L'équipe de l'envers du décor est allée à la rencontre de 2 enseignants d'Île-de-France afin de savoir ce qu'était la réalité du métier. C'est pour moi une image qui est très véhiculée par les politiciens et qui est loin de ce qu'on observe vraiment dans la réalité. Si on regarde vraiment le temps de travail d'un salarié par rapport à un prof,
C'est juste que c'est pas réparti pareil dans l'année. Les chiffres sont les mêmes, en fait, 1600 heures de travail pour un salarié comme pour un prof, mais répartis différemment dans l'année. Alors c'est très souvent dit que nous avons beaucoup de vacances, c'est un fait, mais nous sommes en vacances à peu près toutes les 7 semaines. Mais ces 2 semaines que nous avons toutes les 7 semaines nous permettent de nous mettre à jour dans nos cours, de pouvoir souffler et récupérer, et pour pouvoir aborder la période suivante de façon sereine. On dit souvent que n'importe qui peut enseigner. Cela est entretenu par les politiques de recrutement. Dans les écoles, souvent, on manque cruellement de professeurs, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire, et des gens non formés viennent remplacer des titulaires et donc entretiennent ces propos. Ces gens ne resteront pas forcément dans l'enseignement par la suite, mais voilà, alimentent en tout cas ces dires. Les formes, malheureusement, elles sont rarement, rarement prises en consultant les professeurs. C'est souvent des idées qui viennent de là-haut dans le ministère et qui sont du coup prises par des personnes qui sont loin de savoir ce que c'est qu'un élève, de savoir ce que c'est que la gestion d'un groupe de classe et de la tenue d'un programme dans l'année. Et finalement, c'est à nous de nous adapter à chaque réforme. On est souvent en grève et pas content, c'est que les réformes, elles sont souvent faites parce qu'on est dans la 5e année du quinquennat et qu'il faut produire quelque chose avant la fin du mandat, et elles sont du coup rarement réfléchies. Les profs se mettent en grève souvent pour défendre l'intérêt des élèves. Donc les élèves ont une dose d'information à leur portée qui est colossale par rapport à avant, mais il faut savoir l'utiliser. Finalement, les élèves ont des données à leur portée, mais pas forcément l'information, parce que l'information, il faut savoir la traiter quand on est face à tout ce qu'on trouve sur Internet, savoir quelle est la bonne information par rapport à la tonne de données qu'on peut trouver. Je pense que les travaux qu'on essaye de faire, par exemple en TPE avec les élèves de première, c'est une bonne preuve de la gestion de l'information par un élève qui n'est pas du tout maîtrisée, parce qu'ils ont toutes les données, mais après, savoir quoi en faire, c'est différent. Et je pense que les profs ont quand même ce rôle-là encore dans la société, d'apprendre aux élèves à savoir faire le tri, à savoir récupérer l'information comme il faut, et savoir quoi en faire finalement. Alors en maternelle et en primaire, beaucoup de compétences sont acquises en petits groupes d'élèves où des interactions se font, les élèves apprenant entre eux et grâce aux autres, et l'intervention de l'adulte est là pour aider les enfants à réfléchir. Autre chose, comment peut-on apprendre à parler et enrichir son vocabulaire face à un ordinateur? Il me semble que cela est très compliqué, donc l'enseignant est là, pour ma part, indispensable. Faite de joie et de moments de tristesse, de victoires et d'échecs, la profession d'enseignant est loin de tous les préjugés que la société veut lui attribuer. Comme tous les autres métiers, celui-ci est semé d'embûches et requiert d'être un professionnel dans ses compétences. Notre culture, nous posons tous un regard différent sur le monde et notre société. Aurélie Lulune-Dacchio, Antoine Ducard et moi-même nous sommes posé la question du regard des enfants sur cela. Qu'en comprennent-ils? Comment voient-ils notre monde? C'est un reportage nommé « Le monde des grands ». Nous avons tendance à sous-estimer le jugement des plus jeunes. Aujourd'hui, sur l'envers de décor, renversons les tendances et essayons de voir la société différemment qu'à travers l'œil des politiciens et des décideurs de l'État. Le grand questionnement, les conflits mondiaux ou nationaux dépassent-ils totalement les plus jeunes de la société? À travers l'œil de l'enfant, la société est-elle perçue différemment? La société, pour moi, c'est comme une entreprise Pour moi, la société, c'est comme une entreprise où il y a plusieurs personnes, telles que les riches, les pauvres, le patron ou bien le salarié. Pour moi, c'est ça. Ce que j'aime pas dans la société, c'est l'inégalité entre tout le monde, entre les hommes, entre les femmes, les enfants, les grands, les petits. J'aime pas cette inégalité.
par exemple dans la richesse, dans par exemple l'inégalité de la couleur de peau par exemple. Tous ces trucs un peu comme ça. Non, le monde dans lequel on vit ne me rassure pas parce que je trouve que on n'est pas assez en sécurité après qu'il y ait eu les attentats de Charlie Hebdo, de Nice, ou bien encore du 13 novembre. Non, je n'ai pas hâte de grandir parce que quand je suis petit, je peux faire des bêtises à la maison et ça n'aura pas trop de répercussions. Tandis que si je suis grand, j'aurai plus de responsabilités et plus de devoirs. Les enfants s'approprient les événements qu'ils rencontrent, aussi graves soient-ils, et ont leur manière de juger ceux qui les entourent. Leur vision est certes naïve car manquant de connaissances et d'expérience, mais peuvent toutefois se montrer assez révélatrices des maux de la société. Que les enfants ont beaucoup à dire sur notre monde. Il est temps pour nous, chers téléspectateurs, d'accueillir notre dernière chroniqueuse. Alors Inès, bienvenue. Donc aujourd'hui, tu n'as pas une, mais 2 chroniques et donc autant d'informations. Bonjour Solène, bonjour Clémence. Aujourd'hui, on va parler orientation et éducation. Dans quelques jours, les lycéens pourront s'inscrire sur la plateforme APB. Vous savez, c'est le site qui permet aux lycéens de candidater pour être admis dans l'enseignement supérieur. Sur le principe, c'est génial, mais en réalité, des milliers de lycéens se retrouvent fin juin avec aucune affectation. En 2016, 6% se sont retrouvés sans aucune admission. Une sélection aléatoire est mise en place pour un grand nombre de filières, laissant de très bons élèves sans rien. Les élèves un peu moins bons sont contraints de postuler dans des filières que personne ne veut et où les débouchés sont inexistantes, dans le seul but de ne pas se retrouver sans scolarité. Maintenant, on peut se poser la question d'où vient ce problème. Des restrictions budgétaires, de la plateforme en elle-même, des conseillères d'orientation, seul le ministère de l'Éducation pourra nous répondre. À présent, je voudrais aussi vous parler d'absentéisme. Mais contrairement à ce que vous pensez, on ne va pas parler scolarité. Et oui, nous allons parler de nos chers députés. Depuis la rentrée 2016, l'Assemblée nationale tourne à vide. L'absentéisme a bondi de 20%, plus de un député sur 2 ne monte plus à Paris pour siéger lors des questions au gouvernement qui sont la vitrine de l'Assemblée nationale. Et ceux qui font le déplacement viennent seulement signer la feuille et disparaissent aussi vite. Mais quelles sont les raisons de ce taux d'absentéisme ? On pourrait répondre l'absence de grands textes de loi, la démotivation de la majorité, ou tout simplement les futures élections. Je pencherai personnellement pour cette dernière raison. La plupart préfèrent rester dans leur circonscription pour continuer leur campagne de réélection. Comment éviter ce problème ? Des solutions existent. Le non-cumul des mandats, des pénalités financières, la destitution. Malheureusement, aucune d'entre elles ne sont mises en place. En espérant que le futur président trouvera un remède à cette épidémie. Ces informations sont vraiment révoltantes quand je pense qu'on laisse quand même notre pays entre les mains de ces gens. Sans transition, découvrons maintenant un nouveau reportage sur la surprenante boutique sans argent. Il est signé Inès Messaoudi, Carla Vermersch et Naya Sistiaga. Alors la boutique Ces Argents, c'est un lieu destiné au réemploi des choses, dans la gratuité totale, c'est-à-dire que les gens apportent des objets dont ils n'ont plus l'usage et ils peuvent repartir avec des objets qu'ils vont réutiliser, qui s'engagent à réutiliser pour leur usage personnel. Voilà. Donc ce faisant, on évite beaucoup de gâchis, on réutilise le maximum de choses avant que ça passe à un recyclage quelconque qui est coûteux, qui est souvent énergivore et voilà. Pour le moment, nous sommes hébergés par la Maison des Associations, c'est-à-dire la mairie de Paris, dans le cadre d'une convention, donc on est hébergé gratuitement. Il n'y a qu'une seule salariée, Lucille, en l'occurrence, qui est un emploi aidé. Et puis tous les autres, il y a une trentaine de bénévoles qui se relaient. Voilà. 800 000 personnes par semaine, et puis à peu près 100 objets qui rentrent et qui sortent dans l'heure, pour vous donner un ordre d'idée. Et on n'imaginait pas du tout que ça aurait cette ampleur. Voilà.
Ce qui prouve que ça fonctionne. Voilà. Dans un contexte où le chômage gagne du terrain, où la précarité devient fréquente et où la population ne cesse de réclamer des solutions, la boutique Sans Argent fait partie des remèdes qui font du bien à notre société. Avec son aide quotidienne, des bénévoles engagés et une réponse à des besoins précis, cette boutique brise les codes de la société de consommation et soutient l'entraide. Une valeur bien trop oubliée de nos jours. Vraiment très intéressant ces reportages, nous en avons encore appris beaucoup. Alors avec nous sur le plateau, Naya Sistiaga. Bonjour. Bonjour. Alors nous croyons savoir que tu t'es rendue récemment dans les coulisses du théâtre de Montreuil. Donc quel était le but de cette visite ? Alors à travers notre reportage sur le nouveau théâtre de Montreuil, nous avons voulu montrer un petit peu l'envers du décor d'un théâtre, notamment lors d'un spectacle de théâtre. Donc nous avons surtout voulu montrer un petit peu les différentes parties prenantes d'un théâtre, pour montrer un petit peu que chaque personne joue un rôle très important lors d'une pièce de théâtre et pas seulement les comédiens. Et du coup, quelle autre personne est-ce que tu as pu y rencontrer ? Alors nous avons eu la chance de rencontrer Mathieu Boer, donc, qui est metteur en scène de la pièce DJ 7 et aussi, il est aussi directeur du nouveau théâtre de Montreuil. Nous avons pu aussi rencontrer Mathias Girbig, qui est comédien. Nous avons interviewé un ingénieur son et nous avons aussi interviewé une personne du public pour avoir un panel assez large. D'accord, et écoute Naya, je crois que tu as suscité notre intérêt à tous, alors sans plus attendre, visionnons ce reportage réalisé au théâtre de Montreuil. Nous nous trouvons au nouveau théâtre de Montreuil, avant la représentation de la pièce de théâtre DJ 7 de Mathieu Boer. À travers cette pièce, nous allons découvrir toutes les personnes qui font vivre un spectacle de théâtre, celles qui se trouvent sous les projecteurs et celles de l'ombre. Nous sommes le 6 décembre 2017, il est 18h, juste à temps pour assister à la répétition générale. Mathieu Boer est directeur du nouveau théâtre de Montreuil, metteur en scène et musicien. Il va partager avec nous les inspirations qui l'ont guidé vers la production de la pièce de théâtre DJ 7, ainsi que quelques détails en ce qui concerne son métier. Alors, en lisant des livres absolument magnifiques, et notamment deux, qui sont l'œuvre de Peter Zendy, qui est un philosophe et musicologue, et qui a écrit sur ce qu'écouter veut dire. Voilà, comment on se sert de nos oreilles. À la fois dans un ouvrage où il refait comme ça l'histoire de l'écoute, comment on a écouté la musique, comment on a appréhendé le monde, comment ça a évolué, est-ce qu'il y a une écoute historique, politique, sociale, économique, enfin toutes ces questions-là qui sont liées à la philosophie, à des questions philosophiques. Et puis d'un autre côté, il a écrit aussi un autre bouquin très très drôle qui s'appelle Tube, la philosophie dans le jukebox, où il s'amuse à décrypter ce que viennent nous raconter les tubes, ce qu'ils racontent sur nous, sur le monde, comment ils envahissent notre quotidien, et ce que c'est, à quoi ils nous renvoient, à l'intime, au marchand, etc., etc. Il reste quelques minutes avant la représentation et nous rencontrons Mathias Girbig, chanteur, réalisateur et acteur de la pièce. Je me sens plutôt un peu stressé, un peu anxieux. En même temps, là, on a fait presque 7 ou 8 en tout, donc c'est un peu plus cool que les premières. Et en même temps, quand j'ai pas ça, moi, je me sens pas très bien. Enfin, si j'ai pas un peu de trac, c'est encore pire en fait. Enfin, il y a un côté, c'est une énergie qui est plutôt positive en général quand elle est là, et voilà. Enfin, quand on sait la gérer, parce que si on panique, voilà. Mais donc, voilà, je suis plutôt stressé, et puis à me remémorer un peu quelques petits détails, des choses. Nous rencontrons maintenant Alexis Polak, ingénieur son qui va nous dépeindre son métier. Ouais, moi c'est vraiment quelque chose, moi j'ai jamais été comédien, j'ai jamais voulu être comédien, ça m'a jamais tenté vraiment plus que ça. Et du coup, enfin voilà, moi c'est mon métier d'être derrière, d'être sur les régies lumière là en ce moment. Et ouais, j'ai jamais eu aucun problème d'ego là-dessus. Enfin, au contraire même, je crois que j'aime bien. Côté magique. Le spectacle va commencer et les comédiens prennent quelques minutes pour se recentrer sur eux-mêmes, chacun à sa manière.
Les rideaux se ferment, le public s'en va et c'est tout un univers qui s'évade. Un univers bien particulier où tout le monde a joué un rôle, aussi bien les acteurs, les techniciens et le public. C'est sur ce reportage que se clôt notre première émission sur le plateau de l'envers du décor. Nous espérons que nos reportages et nos chroniqueuses, à travers les informations qu'ils vous ont transmises, vous auront ouvert l'esprit et surtout fait découvrir que la réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Alors on se retrouve la semaine prochaine, même jour et même heure, pour une nouvelle émission de l'envers du décor. C'était Clémence Combette et Solène Morel. Au revoir!